La vie ne te brise pas, elle te façonne. Chaque coup, chaque perte et chaque trahison font partie du feu qui forge ton caractère. Tu n'es pas ici pour éviter la douleur, tu es ici pour apprendre à y résister. Car le véritable pouvoir ne se construit pas lorsque tout va bien, mais lorsque tu continues à avancer, même si ça fait mal. Le stoïcisme ne te promet pas une existence exempte de souffrance. Il t'entraîne à garder l'esprit ferme au milieu du chaos. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète l'ont compris. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ta réaction à l'intérieur. C'est la frontière entre celui qui s'effondre et celui qui se reconstruit. Abandonner ne signifie pas toujours renoncer. Parfois, c'est se contenter, c'est accepter une vie à moitié, un calme faux qui cache la peur. Mais celui qui décide de faire face à la douleur avec dignité, celui qui choisit la discipline plutôt que le confort, commence à se connaître vraiment. Cette vidéo est un rappel pour ceux qui en ont assez de fuir. Elle est pour ceux qui veulent se lever avec sérénité et regarder la douleur dans les yeux sans perdre le cap. Ici, tu vas comprendre que l'esprit stoïcien ne cherche pas à éliminer l'adversité, mais à en faire son maître. Parce que lorsque tu apprends à résister sans perdre ton calme, la souffrance cesse d'être un fardeau et devient ta force. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à transformer la douleur en objectif, reste. Parce qu'ici, tu n'entendras pas de promesses vides. Tu apprendras comment se forge la résilience d'un esprit qui ne renonce pas. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête pas à tes cris. Tu peux maudire les vagues, frapper l'eau ou supplier qu'elle se calme, mais elle continuera à bouger avec la même indifférence. C'est ainsi la vie, un océan qui ne répond pas à tes désirs. La sagesse commence lorsque tu arrêtes de lutter contre le courant et apprends à flotter. Car tant que tu continues à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, la fatigue te coulera avant la tempête. Accepter ne signifie pas abandonner, cela signifie comprendre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Marc Aurèle disait que le sage reste serein face à l'inévitable, non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il sait que résister à la réalité ne fait que la multiplier. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, ni les décisions du destin, ni les caprices du temps. Mais tu peux contrôler ton jugement, ton attitude, ta réponse. Là est ton pouvoir. Chaque jour, quelque chose échappe à tes mains. Une personne te déçoit, un plan échoue, quelque chose échappe à ton contrôle. L'impulsion naturelle est de réagir, de blâmer, de résister. Mais le stoïcien choisit de s'arrêter, d'observer et de se demander « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise. Car s'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer de tenir du sable entre tes doigts. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement. Accepter ne te rend pas faible. Cela te rend libre. Cela te libère du poids de l'impossible. Quand tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont tout simplement pas sous ton contrôle, ton énergie change. Tu arrêtes de te fatiguer sur ce que tu ne peux pas changer et tu commences à investir ta force dans ce que tu peux améliorer. Ton caractère, ton esprit, ton calme, c'est le véritable autocontrôle. Pense à combien de fois tu as souffert pour quelque chose qui n'a jamais dépendu de toi. Pour une personne qui n'a pas changé, pour une situation qui ne s'est pas produite, pour une réponse qui n'est jamais arrivée. Ce n'était pas le fait qui te blessait, c'était ta résistance à l'accepter. La vraie douleur ne vient pas de la perte, elle vient de l'attachement. Le stoïcisme t'apprend que la souffrance diminue lorsque l'acceptation grandit. Accepter, c'est regarder la vie avec les yeux grands ouverts, sans nier ce qui fait mal, mais sans permettre que cela te détruise. C'est dire, cela se passe, et même si je n'aime pas ça, je peux décider comment réagir. Cette décision est ton bouclier. Dans un monde qui change chaque seconde, où tout peut se passer différemment de ce qui était prévu, accepter devient un acte de pouvoir, une rébellion silencieuse contre le désespoir. Ceux qui acceptent ne sont pas ceux qui se résignent, ce sont ceux qui apprennent. Ils comprennent qu'il y a une leçon derrière ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi, lorsque la vie les frappe, ils ne demandent pas « pourquoi moi ?» Mais pourquoi ? Cette question change tout. Parce que là où le faible voit une tragédie, le sage voit un entraînement.
Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Ne gaspille pas ta force à essayer de changer le vent, ajuste tes voiles. Ne te plains pas du poids de la vie, renforce-toi pour le porter. Arrête de demander que le chemin soit plus facile, demande à être plus fort. C'est cette mentalité qui transforme le chaos en calme et la douleur en sagesse. Souviens-toi, celui qui apprend à accepter cesse d'être une victime des circonstances et devient maître de lui-même. Parce que rien ni personne ne peut traîner celui qui ne s'accroche plus. Accepter n'est pas se rendre à la vie, c'est prendre les rênes de ton esprit. Et quand tu maîtrises cela, le monde cesse d'être une menace et devient un terrain d'entraînement pour ton âme. 2. Fais de la douleur ton maître. Le feu ne détruit pas seulement, il purifie aussi. Ce qui passe par les flammes et survit devient plus fort, plus résistant, plus réel. C'est ainsi avec la douleur. Elle n'arrive pas pour te punir, elle arrive pour te façonner. Mais la plupart des gens fuient quand ils la ressentent, cherchant à se distraire, à se cacher, à oublier. Ils ne comprennent pas que fuir la douleur, c'est fuir la croissance. Le stoïcien ne cherche pas la souffrance, mais quand elle arrive, il l'accueille la tête haute, sachant que chaque blessure est une opportunité d'apprendre. Dans la vie, tout ce qui a de la valeur coûte. La paix, la discipline, la sagesse, la tranquillité intérieure. Rien de tout cela ne se construit dans le confort. La douleur n'est pas toujours un ennemi. Souvent, c'est un messager qui apporte la vérité que tu ne voulais pas entendre. Cette relation qui s'est brisée, cette déception, cette perte, n'ont pas surgi par hasard. Elles sont venues pour t'enseigner ce que tu n'aurais pas compris autrement. Marc Aurèle le disait clairement, ce qui entrave l'action la favorise. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque expérience douloureuse renferme une leçon si tu as le courage de l'observer sans te victimiser. Quand quelque chose te fait mal, ne te demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La douleur peut devenir un maître silencieux si tu es prêt à l'écouter. Mais si tu l'ignores, elle te transformera en son esclave. Celui qui n'apprend pas de sa souffrance la répète. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de la comprendre. Si ça fait mal, c'est parce que ça te montre une limite, un attachement, une faiblesse ou une vérité que tu évitais de regarder. Chaque coup révèle quelque chose sur toi. La douleur est comme un miroir brisé. Ça fait mal de le regarder, mais il reflète avec précision qui tu es vraiment. Ce que tu fais au milieu de cet inconfort définit ta force. Le stoïcien transforme la douleur en énergie. Au lieu de se plaindre, il observe. Au lieu de résister, il apprend. Au lieu de se rendre, il agit. Ainsi, la douleur cesse d'être une punition et devient un champ d'entraînement pour l'âme. Épictète l'enseignait avec dureté. Ne cherche pas à ce que ce qui arrive comme tu le veux. Souhaite que cela arrive comme cela arrive et ta vie coulera sereinement. Cette acceptation active n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Peut-être ont-ils été ceux qui t'ont le plus appris. Le jour où tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable et que tu as découvert que tu pouvais continuer. Le moment où quelqu'un t'a trahi et tu as appris à avoir plus confiance en toi. L'instant où tout est allé mal, mais au milieu du chaos, tu as trouvé de la clarté. Tout cela t'a préparé à être plus fort, même si tu ne le voyais pas à ce moment-là. Fais de la douleur un entraînement quotidien. Quand quelque chose te dérange, ne le rejette pas immédiatement. Observe-le, analyse-le, utilise-le. Demande-toi ce qu'il t'enseigne sur toi-même. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui évolue. Le premier voit la douleur comme une sentence, le second comme un guide. Sois ferme, mais pas rigide. Le feu ne détruit pas le fer, il le trempe. Laisse la douleur faire de même avec toi. Ne cherche pas à l'éliminer, cherche à la comprendre. Ne la crains pas, transforme-la. Si tu y parviens, aucune blessure ne sera vaine, car chaque cicatrice deviendra un rappel de ta résistance, une marque que tu as survécu, grandi et continué à marcher. Fais de la douleur ton maître, pas ton bourreau. Apprends d'elle avec humilité, laisse-la te raffiner, pas te consumer. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la douleur qui définit qui tu es, mais ce que tu fais avec elle.
Et quand tu apprends à la voir avec des yeux de sagesse, tu découvres que chaque souffrance était en réalité une façon de t'enseigner à vivre avec plus de but et de force. 3. Discipline-toi pour être libre. Un cheval sauvage court sans but, se laisse emporter par l'impulsion et l'instinct. Mais quand il apprend à être guidé, sa force devient du pouvoir. Il en va de même pour l'esprit humain. Sans discipline, l'énergie se disperse, le temps s'échappe et les désirs te gouvernent. La plupart confondent la liberté avec le fait de faire ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. La discipline n'est pas une prison, c'est une clé. Elle te libère du chaos intérieur, de la paresse, de l'indécision. Sénèque disait que aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette phrase renferme toute l'essence du stoïcisme. Il ne s'agit pas de vivre sous des règles rigides, mais d'avoir suffisamment de contrôle pour ne pas être esclave de tes impulsions. Car celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par être dominé par lui. Chaque jour, une bataille silencieuse se livre entre ce que tu sais que tu dois faire et ce que tu aimerais faire. Entre le confort et le dépassement de soi, entre le plaisir immédiat et la satisfaction durable. La discipline est cette voix intérieure qui te rappelle que la facilité ne te mènera pas loin. C'est te lever même si tu n'en as pas envie, garder le cap quand personne ne te regarde, et agir avec un but même quand la fatigue te tente d'abandonner. Le problème est que beaucoup voient la discipline comme une punition, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect envers soi-même. Chaque fois que tu tiens une promesse personnelle, tu renforces ta confiance, tu façonnes ton caractère et tu deviens plus fort. L'esprit a besoin de structure autant que le corps a besoin de mouvement. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, se distrait, abandonne. Mais quand tu l'éduques avec constance, il devient ton allié le plus puissant. Le stoïcien comprend que la liberté n'est pas atteinte en fuyant les règles, mais en construisant les bonnes. Ce n'est pas dire « je ferai ce que je veux », mais « je ferai ce que je dois », même si je n'en ai pas envie. Cette différence marque le chemin entre une vie chaotique et une vie avec un but. Épictète le résumait avec précision. Aucun homme n'est libre à moins qu'il ne soit maître de lui-même. La discipline est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de toi-même quand il n'y a pas de motivation. C'est faire ce qui est juste même si personne ne l'applaudit. C'est avancer quand le reste s'arrête. Il ne s'agit pas de vivre une vie parfaite, mais d'avoir la force de maintenir le cap quand les émotions tentent de te détourner. Parce que les émotions changent, mais les principes ne le font pas. Être discipliné ne signifie pas être froid ou rigide, cela signifie être constant. Cela signifie choisir l'action plutôt que l'excuse, la responsabilité plutôt que la distraction. La discipline ne tue pas la spontanéité, elle l'ordonne. Elle te donne le pouvoir de décider au lieu de réagir, d'agir avec intention au lieu de te laisser emporter par l'impulsion. Pense aux fois où le manque de discipline t'a volé quelque chose d'important, un rêve, une opportunité, une version de toi-même. Chaque fois que tu as choisi le confort plutôt que l'engagement, tu as perdu un peu de pouvoir. Mais chaque fois que tu as choisi l'effort, tu as gagné en liberté. Parce qu'il n'y a pas de plus grande sensation d'indépendance que de regarder en arrière et de savoir que tu as accompli ce que tu as dit que tu ferais. Le chemin stoïcien ne cherche pas à éliminer le désir, il cherche à le canaliser. Il ne réprime pas, il dirige. Il ne s'agit pas de vivre sans plaisir, mais de ne pas être prisonnier de celui-ci. La discipline t'apprend à profiter sans dépendre, à agir sans attendre, à avancer sans te promettre des résultats immédiats. Discipline-toi pour être libre. Maîtrise tes habitudes, tes pensées, ton temps. Deviens l'architecte de ta vie, pas son spectateur. 4. Maîtrise tes émotions. Un incendie ne commence pas grand, il commence par une étincelle. Un mot mal dit, un geste mal interprété, une émotion non contrôlée. Et si tu ne l'éteins pas à temps, il finit par tout consumer. C'est ainsi que fonctionnent les émotions lorsque tu ne les maîtrises pas. Petites, mais capables de détruire ta paix si tu les laisses grandir sans contrôle. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les éteindre. Cela signifie apprendre à les allumer seulement quand c'est nécessaire. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être comme un soldat, préparé, ferme et serein, même au milieu du chaos.
Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas commander. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont impulsives, tes émotions seront instables. Mais si tu les entraînes avec calme et raison, tu seras maître de ton équilibre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le diriger avec sagesse. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur. Le problème est de les laisser te dominer. Quand tu réagis sans réfléchir, tu donnes le contrôle de ta vie à l'instant, à l'autre, à la situation. Et c'est ce que le stoïcien évite, être esclave de l'instant. La personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui ressent sans perdre le cap. Maîtriser les émotions ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas laisser une émotion temporaire détruire une décision permanente. Cela signifie respirer avant de parler, réfléchir avant d'agir et choisir le calme lorsque le corps demande la guerre. C'est là la véritable force. Rester en silence pendant que ton intérieur brûle, mais sans laisser le feu se propager au-delà de ton esprit. La plupart des problèmes personnels naissent de réactions impulsives. Un message que tu n'aurais pas dû envoyer, un mot que tu n'aurais pas dû dire, une action que tu as prise simplement parce que ton orgueil t'a poussé. Ensuite vient le regret, la culpabilité, le cycle d'émotions qui te dominent à nouveau. Mais quand tu apprends à t'arrêter, à observer sans répondre, tu te rends compte que tu as du pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand contrôle que celui que tu exerces sur toi-même. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Ils imaginaient le pire pour être préparés et ne pas être dominés par la peur. Si tu pouvais penser à la perte sans te briser, tu étais prêt à affronter la réalité avec calme. Cette pratique n'était pas du pessimisme, c'était de la force émotionnelle. Quand tu sais que tout peut arriver et que tu choisis quand même de rester serein, rien ne peut te sortir de ton centre. Chaque émotion a son message. La colère révèle une injustice. La peur te montre tes limites. La tristesse t'enseigne l'attachement. Mais tu ne dois pas vivre sous leur gouverne. Écoute-les, comprends ce qu'elles veulent te dire et agis ensuite en conscience. Parce que le sage n'ignore pas ses émotions, il les traduit en décisions intelligentes. Pense à la dernière fois que tu t'es laissé emporter par la colère. Qu'as-tu vraiment gagné? Tu as probablement juste perdu de l'énergie, du temps et de la clarté. Mais quand tu choisis de rester calme, même lorsque l'environnement te provoque, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te prendre, la maîtrise intérieure. Ce calme est du pouvoir. C'est la différence entre réagir comme tout le monde ou répondre comme quelques-uns. Maîtriser les émotions est un entraînement constant. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se construit à chaque instant où tu choisis de penser avant de ressentir. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle conscient de celle-ci. Et cette compétence te rend imperturbable, quelqu'un qui ne peut être manipulé ni renversé par le chaos extérieur. 5. Vis le présent avec conscience. L'horloge ne s'arrête jamais, mais l'esprit si. Il reste coincé dans ce qui est déjà passé ou s'avance sur ce qui n'existe pas encore. C'est comme un voyageur qui marche en regardant en arrière ou qui court sans direction. C'est ainsi que la plupart d'entre nous vivent, absents du moment présent. Et pendant ce temps, le présent, le seul moment réel que nous avons, nous échappe entre les doigts. La pleine conscience n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour celui qui souhaite vivre avec un but. Le stoïcisme enseigne que seul le présent est à nous. Le passé ne peut plus être touché et l'avenir n'a pas encore de forme. Pourtant, l'être humain passe la majeure partie de sa vie à regretter ce qui a été ou à craindre ce qui pourrait être. Sénèque a écrit que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. L'esprit incontrôlé fabrique des douleurs qui n'existent pas encore et ravive des blessures qui auraient déjà dû guérir. Vivre avec conscience, c'est arrêter cette fuite d'énergie. C'est être dans ce que tu fais sans te diviser entre les souvenirs et les attentes. C'est manger et vraiment savourer, marcher et vraiment sentir le sol, parler et vraiment t'écouter. Cela semble simple, mais cela demande de la pratique. Parce que ton esprit est entraîné à fuir le présent. Il cherche toujours quelque chose de plus, la distraction, la comparaison, la promesse que l'avenir sera meilleur.
Mais si tu n'apprends pas à être présent, quand ce futur arrivera, tu ne sauras pas non plus en profiter. Marc Aurèle le savait bien. Au milieu des guerres, des devoirs et des responsabilités, il a écrit que nous devons limiter notre attention au moment présent. Pas à demain, pas à ce qui s'est passé, mais à ce qui est devant nous. Le présent n'est pas toujours agréable, mais il est toujours réel. Et le réel est la seule chose que tu peux transformer. Quand tu es présent, tu prends le contrôle du seul terrain où tu peux agir. Vivre avec conscience ne signifie pas nier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas vivre asservi par eux. Tu peux te souvenir, mais sans rester là. Tu peux planifier, mais sans oublier que la seule chose qui existe est le présent. Tout pouvoir, toute tranquillité, toute clarté naissent de l'attention portée au moment présent. Parce que lorsque ton esprit est ici, le bruit du monde s'éteint et tu découvres une force que tu ne voyais pas auparavant. Beaucoup de gens vivent avec l'esprit divisé, faisant une chose tout en pensant à une autre. Ils travaillent en souhaitant se reposer. Ils se reposent en ressentant de la culpabilité. Ils aiment en craignant de perdre. Ainsi, ils ne trouvent jamais la paix. Le stoïcisme propose quelque chose de radicalement différent. Être totalement dans ce que tu fais. Si tu travailles, travaille. Si tu te reposes, repose-toi. Si tu aimes, aime. La sérénité naît de la cohérence entre la pensée et l'action. Être présent te permet également de mieux gérer tes émotions. Quand tu es conscient, tu vois venir la colère avant qu'elle n'éclate, la peur avant qu'elle ne te paralyse, la tristesse avant qu'elle ne te consume. La conscience n'élimine pas les sentiments, elle les éclaire. Et quand quelque chose est éclairé, il cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Vivre le présent ne signifie pas oublier tes objectifs, mais les construire à partir de l'attention quotidienne. Chaque pas compte. Chaque jour où tu choisis d'être ici et non dans tes pensées, tu deviens plus fort, plus réel. Parce que l'esprit qui vit dans le passé souffre, celui qui vit dans l'avenir craint, mais celui qui vit dans le présent agit. Apprends à habiter ton moment. Observe sans juger, agis sans distraction, ressens sans attachement. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence. Chaque jour contient tout ce dont tu as besoin pour avancer, mais seulement si tu es éveillé pour le voir. Comme le disait Épictète, personne ne peut te voler le présent. 6. Pratique la vertu chaque jour. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il se renforce lentement, avec des racines qui s'accrochent à la terre et des branches qui cherchent la lumière. Ainsi est la vertu. Elle n'est pas atteinte en un seul acte. Elle se cultive dans la constance. Chaque décision, chaque parole, chaque pensée la nourrit ou l'affaiblit. Le stoïcisme enseigne que le but de la vie n'est pas la gloire ni la richesse, mais de vivre avec vertu, car seul celui qui agit avec droiture peut être véritablement libre. Pratiquer la vertu, c'est agir avec cohérence, même quand personne ne vous voit. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est pratique, la vérité plutôt que le confort, le calme plutôt que la réaction. Sénèque disait que celui qui fait le bien par devoir vit en harmonie avec lui-même. Et cette harmonie est la plus grande récompense que l'âme puisse recevoir. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient de chaque choix. Car chaque fois que vous décidez d'agir avec vertu, vous vous rapprochez un peu plus de votre meilleure version. Le monde actuel promeut le contraire. Il nous apprend à agir par intérêt, par apparence ou par peur d'être jugé. Mais le stoïcien ne cherche l'approbation de personne. Il cherche la paix intérieure qui naît de savoir qu'il a agi avec intégrité. C'est la différence entre celui qui vit en poursuivant la reconnaissance et celui qui vit avec un but. La vertu n'a pas besoin d'applaudissements, elle se soutient seule. Pratiquer la vertu n'est pas un acte isolé, c'est un mode de vie. Cela implique la justice dans le traitement des autres, la sagesse dans la prise de décision, le courage de rester ferme face à l'adversité et la tempérance pour ne pas se laisser emporter par les désirs ou les impulsions. Ces 4 piliers, sagesse, justice, courage et tempérance, sont la base de toute force intérieure. Sans eux, le caractère se brise à la première difficulté. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être un saint, il vous demande d'être conscient, de ne pas agir par impulsion, mais par conviction, de ne pas suivre le courant, mais votre propre jugement.
de ne pas dire ce que les autres veulent entendre, mais ce que vous savez être vrai. Pratiquer la vertu n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui ne trahit pas. Car quand tout autour de vous s'effondre, seul le caractère reste ferme. Chaque jour vous offre des centaines d'opportunités de pratiquer la vertu. Lorsque vous choisissez d'écouter plutôt que de discuter, lorsque vous décidez de vous taire plutôt que d'humilier, lorsque vous aidez sans rien attendre en retour. Ce sont ces petits gestes qui construisent la grandeur. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour prouver votre valeur. Il suffit d'agir correctement quand personne ne vous observe. Marc Aurèle répétait que l'objectif de l'être humain est de vivre en accord avec la nature. Et la nature humaine est rationnelle, juste et noble. Lorsque vous vivez en vertu, vous êtes en harmonie avec votre essence. Vous n'avez pas besoin de décorations extérieures ni d'approbation étrangère, car la véritable satisfaction vient de la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Pratiquer la vertu signifie aussi vous pardonner lorsque vous échouez et réessayez. Personne n'est sage tout le temps, mais chaque erreur peut devenir une leçon si vous l'affrontez avec humilité. Le stoïcien ne se punit pas pour être tombé, il se relève avec plus de conscience. La vertu n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. Être vertueux n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Cela nécessite la maîtrise de soi, la clarté face au doute et la fermeté face à la tentation. C'est choisir le bien quand personne ne vous y oblige, c'est rester droit, même si le monde s'incline. Celui qui pratique la vertu n'a rien à prouver, car sa vie parle pour lui. Pratiquez la vertu chaque jour comme celui qui arrose un arbre. Avec patience, constance et amour pour la croissance. 7. Transforme l'échec en force. Un miroir brisé ne perd pas son reflet, il le multiplie simplement en fragments. Il en va de même pour les personnes lorsqu'elles échouent. Elles ne se brisent pas complètement. Elles se divisent simplement en parties qui doivent être réunies avec plus de conscience, plus de maturité et plus de clarté. L'échec n'est pas la fin du chemin. C'est le feu où est testée votre véritable résistance. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas ce que vous perdez, mais ce que vous décidez d'apprendre de cela. La plupart des gens craignent l'échec comme s'il s'agissait d'une sentence, alors qu'en réalité, c'est un maître sévère, mais juste. Il n'y a pas de croissance sans faux pas, ni de succès sans erreur. L'échec révèle qui vous êtes sans masque. Il vous oblige à vous voir tel que vous êtes, sans excuses, sans illusions. Sénèque disait que l'homme sage se renforce avec les coups du destin, comme le feu est attisé par le vent. Et c'est ce que fait l'esprit stoïcien. Il transforme chaque chute en un élan vers quelque chose de plus grand. Échouer n'est pas perdre, c'est découvrir une façon qui n'a pas fonctionné. C'est une opportunité d'ajuster votre cap, de nettoyer ce qui est superflu et de vous concentrer sur l'essentiel. Le problème n'est pas de tomber, mais de rester en bas en blâmant le monde. Le stoïcien ne se demande pas « pourquoi moi ?», il se demande « que puis-je faire avec cela ?» Cette différence de mentalité le distingue du reste. Parce que pendant que certains se lamentent, lui s'entraîne. Pendant que certains abandonnent, lui se renforce. L'échec, si vous le regardez calmement, est l'une des expériences les plus honnêtes qui existent. Il ne ment pas, il n'embellit pas, il ne flatte pas. Il vous montre vos limites, votre manque de préparation, votre excès de confiance. Mais il vous montre aussi votre potentiel, votre capacité de résistance, votre véritable valeur. Il ne vous détruit pas, il vous dénude. Et dans cet état de vulnérabilité, vous avez deux options, rester à vous lamenter sur ce que vous avez perdu ou vous relever pour vous reconstruire mieux. Marc Aurèle a écrit que ce qui arrive, arrive par nécessité. Si ce à quoi vous faites face ne dépendait pas de vous, il n'y a pas de sens à résister. Si cela dépendait de vous, alors l'échec vous enseigne comment faire mieux la prochaine fois. Il n'y a pas de défaite chez celui qui apprend. Chaque erreur commise avec humilité devient un outil pour l'avenir. Chaque fois que vous échouez et choisissez de continuer, votre caractère se durcit comme le fer sous le marteau. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans échec, il cherche un esprit qui ne se brise pas face à eux. Il sait que tout processus nécessite des chutes, que toute transformation implique de la douleur.
Mais cette douleur n'est pas un ennemi, c'est la preuve que vous changez. Les personnes qui grandissent le plus ne sont pas celles qui gagnent toujours, mais celles qui apprennent à gagner même lorsqu'elles perdent. Transformer l'échec en force nécessite du courage. Cela signifie ne pas cacher vos erreurs, mais les affronter avec dignité. Cela signifie ne pas rester coincé dans la culpabilité, mais passer à l'action. Lorsque l'échec arrive, l'esprit faible abandonne, l'esprit commun se justifie et l'esprit fort analyse, apprend et avance. Ce dernier est l'esprit stoïcien. Chaque fois que vous échouez, rappelez-vous ceci. L'échec ne vous définit pas, il vous polit. Si vous apprenez de lui, il vous transforme en quelqu'un de plus sage. Si vous l'évitez, il vous maintient tel que vous êtes. Il n'y a pas d'erreur plus grande que de craindre l'erreur. Tout progrès humain, des philosophes aux inventeurs, a été construit sur des tentatives ratées. La clé est de ne pas abandonner, d'utiliser chaque chute comme carburant pour continuer à avancer. Transformez l'échec en force, et chaque défaite fera partie de votre entraînement. Ne effacez pas vos cicatrices, portez-les comme des rappels de ce que vous avez surmonté. L'échec ne détruit pas celui qui se relève avec humilité, il le renforce. 8. Sois fidèle à ton essence. Le diamant ne brille pas parce qu'il veut être admiré. Il brille parce qu'il ne peut pas être autre chose. Sa valeur ne dépend pas de qui le regarde, mais de ce qu'il est. Il en va de même pour les personnes. Lorsqu'elles cessent d'essayer de s'intégrer et se permettent d'être authentiques, leur force intérieure se libère. Être fidèle à ton essence, c'est te rappeler qui tu es lorsque le bruit du monde essaie de te confondre. C'est rester intègre, même si tout le monde change de cap. La société te pousse à imiter, à suivre des tendances, à te modeler pour plaire. Dès ton plus jeune âge, on t'apprend à être accepté, pas à être toi-même. Mais le stoïcisme te rappelle que la véritable paix ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la cohérence interne. Marc Aurèle l'a écrit avec simplicité et puissance. La tranquillité intérieure vient de l'action en harmonie avec ta nature. Cela signifie ne pas te trahir pour t'intégrer, ne pas taire ce que tu penses juste pour plaire, ne pas déguiser tes principes par peur de te démarquer. Être fidèle à ton essence, ce n'est pas te rebeller contre tout, c'est maintenir ta vérité au milieu de tout. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour être ferme, ni d'expliquer ton chemin pour le justifier. L'authenticité ne cherche pas la validation, elle se soutient seule. Quand tu sais qui tu es, les critiques deviennent un bruit lointain et les éloges cessent de contrôler ton humeur. L'âme forte ne se gonfle pas avec les éloges, ni ne se rétrécit avec les offenses. Elle avance simplement. Le stoïcisme enseigne que l'identité se construit en silence, dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde. Être fidèle à toi-même implique de ne pas négocier tes valeurs pour le confort. Cela implique de tenir ta parole, même si personne ne l'entend. Cela signifie choisir l'honnêteté, même si cela fait mal, parce que le mensonge, tôt ou tard, finit par t'épuiser. Vivre selon ton essence n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin qui te laisse dormir en paix. La vie te mettra à l'épreuve, où être toi-même aura un coût. Parfois tu perdras des personnes, des opportunités ou de la reconnaissance. Mais ce que tu gagnes en retour est plus précieux, le respect de soi. Et ce respect ne s'achète pas, il se construit. Sénèque disait qu'une vie heureuse se base sur la conformité de l'âme avec sa nature. En d'autres termes, ce n'est que lorsque tu cesses d'agir pour les autres que tu commences à vivre pour toi. Être fidèle à ton essence ne signifie pas ne pas changer. Cela signifie évoluer sans te trahir. C'est grandir sans perdre tes racines, t'adapter sans devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Le changement est inévitable, mais l'âme forte se transforme avec un but, pas avec peur. Le monde admire ceux qui semblent forts, mais en réalité, la force la plus admirable est celle de celui qui n'a pas besoin de prétendre. Nous vivons entourés de masques, d'apparences, de gens qui se modèlent selon le regard des autres. Mais l'authenticité a un magnétisme propre. Le calme que l'on ressent en n'ayant pas à prétendre est une liberté que peu de gens expérimentent. Lorsque tu es fidèle à toi-même, tu attires ce qui est en harmonie avec toi et tu repousses ce qui ne l'est pas. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Ton énergie devient claire, ta présence ferme, ta parole cohérente.
Tu n'as plus besoin de convaincre personne, car ta vie devient ton argument. C'est l'essence du stoïcisme, vivre avec intégrité, même lorsque le reste choisit le masque. Sois fidèle à ton essence, même si le monde te demande de changer. Même si cela semble plus facile de suivre le courant, rappelle-toi que les rivières les plus profondes ne font pas de bruit. Garde ton centre quand tout bouge, conserve ta vérité quand tout se confond. Parce qu'à la fin du chemin, la seule chose qui reste est ce que tu es vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de qui a le contrôle. Chaque pensée que tu répètes, chaque émotion que tu nourris et chaque mot que tu te dis à toi-même programme ta réalité. Et même si tu ne le remarques pas, la vie que tu vis aujourd'hui est le reflet exact de ce qui se passe dans ta tête. Le problème est que beaucoup veulent changer leur vie sans changer leur esprit. Ils attendent de nouveaux résultats en pensant de la même manière. Ils se lèvent avec le même dialogue intérieur, avec les mêmes excuses, avec la même voix qui leur dit « je ne peux pas ». Et ainsi passent les années, rêvant d'un changement qui n'arrive jamais parce qu'ils restent esclaves d'un système mental qu'ils ne remettent pas en question. Reprogrammer l'esprit n'est pas de la magie, c'est de la discipline. C'est avoir le courage d'observer tes pensées sans te justifier. C'est arrêter de réagir par impulsion et commencer à répondre avec conscience. Le stoïcisme enseigne précisément cela, que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de l'esprit qui l'interprète. Que la véritable liberté ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont tu choisis de le percevoir. Si ton esprit est en chaos, ta vie le sera aussi. Mais lorsque tu entraînes ta pensée, tes émotions et tes habitudes, tout commence à s'aligner. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes la façon de l'affronter. Ce n'est pas un message pour celui qui cherche une motivation passagère, mais pour celui qui est prêt à prendre les commandes. Car lorsque tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton destin. Et celui qui maîtrise son esprit cesse d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de sa réalité. Prépare-toi, car les prochaines leçons ne te diront pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin de comprendre. Le changement que tu cherches n'est pas dans le futur. Il est dans ton esprit, et il commence maintenant. 1. Contrôle tes pensées, elles créent ta réalité. Ton esprit est comme une rivière. Si tu ne diriges pas son cours, l'eau déborde et emporte tout. C'est ainsi que fonctionnent les pensées. Si tu ne les contrôles pas, elles t'entraînent sans pitié. La plupart des gens vivent en laissant leur esprit courir sans but, sautant d'un souvenir à une inquiétude, d'un doute à une comparaison. Et puis ils se demandent pourquoi ils ont l'impression que leur vie est un chaos. Mais le chaos ne vient pas du monde extérieur, il vient du désordre interne. Ce que tu vois là-bas est le reflet de ce qui se passe dans ton esprit. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ce que tu penses de ce qui se passe. Marc Aurèle disait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et il avait raison. Si tu te répètes que tout va mal, ton cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Si tu décides de voir chaque obstacle comme une opportunité, ton esprit s'adaptera pour trouver des solutions. La pensée est un ordre que le cerveau obéit et l'esprit ne distingue pas entre ce que tu imagines et ce que tu vis. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de ce que tu penses. Contrôler tes pensées ne signifie pas les réprimer, mais les diriger. C'est les observer sans te laisser entraîner. Quand ton esprit te dit « je ne peux pas », remets-le en question. Demande-toi « est-ce vraiment vrai ou juste de la peur déguisée en logique ?» L'esprit a tendance à exagérer, à répéter de vieilles histoires, à te maintenir là où tu connais déjà la douleur. C'est pourquoi le maîtriser nécessite de la discipline et de la conscience. Il ne s'agit pas de lutter contre lui, mais de l'éduquer. Chaque fois que tu choisis une pensée consciente sur une pensée automatique, tu reprogrammes ton cerveau.
Tu es en train de sculpter un nouveau chemin neuronal qui, avec le temps, deviendra ta nouvelle façon naturelle de penser. Le problème est que beaucoup attendent de ressentir de la motivation pour changer, alors que la motivation naît de la pensée correcte. Si tu penses que tu peux, tu agis. Si tu penses que tu ne peux pas, tu te paralyses. C'est pourquoi tout commence dans l'esprit. Tes pensées créent tes émotions. Tes émotions dirigent tes décisions et tes décisions définissent ton destin. Si tu veux une vie différente, commence par examiner ce que tu permets en toi. Chaque jour, observe ton esprit comme un gardien surveillant une porte. Demande-toi, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si elle te détruit, ne la nourris pas. La plupart des gens ne se rendent pas compte que chaque pensée négative répétée est comme verser du poison dans leur propre verre. Peu à peu, ils se remplissent de ressentiment, de peur ou de doute, puis croient que la vie est injuste. Mais la vie ne fait que refléter la qualité de ton esprit. Contrôler les pensées est un entraînement quotidien. C'est remarquer quand ton esprit se disperse, quand il se concentre sur ce que tu ne peux pas changer, quand il se nourrit du passé. Dans ces moments-là, choisis de t'arrêter et de le rediriger. Répète des phrases qui renforcent ton esprit, comme « cela ne me contrôle pas ou je peux le gérer ». Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des commandes qui reprogramment ton système mental. Ta réalité ne changera ni par chance ni par désir. Elle changera lorsque tu apprendras à penser avec intention. Lorsque tu cesseras de vivre à partir de la réaction et commenceras à vivre à partir du choix. L'esprit peut être une prison ou une forteresse. Tu décides laquelle construire. Et la décision commence maintenant, dans la pensée que tu choisis d'avoir après avoir entendu cela. Parce que chaque pensée compte, chacune laisse une trace, et chacune façonne la vie que tu es en train de créer. 2. Pense moins, agis plus. Il y a des gens qui vivent enfermés dans leur esprit comme s'il s'agissait d'une cage de verre. Ils analysent tout, questionnent tout, pensent à tout, mais ne font rien. Le problème n'est pas le manque d'idées, c'est l'excès de pensée qui ne se transforme jamais en action. Tu peux passer toute une vie à planifier le moment parfait, à attendre la motivation idéale, ou à calculer chaque pas. Mais la vérité est que le changement commence lorsque tu bouges, pas lorsque tu comprends tout. L'esprit est expert en inventer des excuses, et plus tu penses, plus il trouvera de raisons pour ne pas commencer. Le stoïcisme enseigne que l'action est la seule preuve réelle de sagesse. Sénèque disait qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut le faire. La réflexion sans action devient un refuge confortable pour les lâches. Penser est utile seulement si cela te mène à décider, et décider est précieux seulement si cela te mène à agir. Il n'y a pas de transformation sans mouvement. Tu peux lire 100 livres, écouter 1000 conseils, mais si tu n'appliques rien, tu restes au même point. La connaissance ne te change pas, la pratique oui. La pensée excessive naît de la peur. Peur d'échouer, d'être jugé, de ne pas être prêt. Mais la vérité est que personne n'est complètement prêt pour rien. Les conditions parfaites n'existent pas. Si tu attends d'avoir tout clair, l'opportunité passera devant toi sans que tu la voies. Et pendant que tu doutes, quelqu'un avec moins de talent mais plus d'action sera déjà en train d'avancer. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu as besoin d'oser. La confiance ne se trouve pas avant d'agir. Elle se construit pendant que tu agis. Penser moins ne signifie pas être impulsif. Cela signifie avoir confiance en ton jugement et bouger sans trop de bruit mental. Cela signifie comprendre que tous les problèmes ne se résolvent pas en pensant. Certains ne se résolvent qu'en faisant. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas par l'analyse, mais par l'expérience. Chaque pas t'enseigne plus que 1000 pensées. Celui qui agit apprend. Celui qui ne fait que penser stagne. La pensée excessive te vole aussi de l'énergie. L'esprit consomme de la force en imaginant des scénarios qui ne se produisent jamais. Il t'épuise, te paralyse, te fait te sentir fatigué avant de commencer. Mais quand tu passes de la pensée à l'action, quelque chose change. L'énergie revient, l'esprit se calme, le corps répond. Parce que l'action apporte de la clarté. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu as juste besoin de faire le prochain pas, l'un après l'autre, sans attendre de garantie. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler l'avenir, ils cherchaient à contrôler leur réponse au présent. Et cela se fait en agissant.
Faire ce qui est juste même si tu n'en as pas envie. Avancer même s'il y a de l'incertitude. Accomplir même si on ne t'applaudit pas. C'est la discipline qui façonne le caractère. Chaque action répétée renforce l'esprit, tandis que chaque pensée sans exécution l'affaiblit. Commence petit. Fais quelque chose aujourd'hui, même si c'est minime. Change une habitude, accomplis une tâche, tiens une promesse. Parce que lorsque tu tiens ce que tu dis, ton esprit apprend à te faire confiance. Et quand ton esprit te fait confiance, il cesse de te saboter. Ne pense pas trop à comment le faire parfaitement, fais le présent. N'attends pas l'inspiration, crée le mouvement. Penser moins et agir plus, c'est te libérer de la prison mentale qui retarde ta vie. C'est comprendre que le chemin se construit en marchant, pas en imaginant. Que le doute se dissout avec l'expérience et que l'action même imparfaite vaut toujours plus que l'intention. Pendant que beaucoup continuent de rêver du moment idéal, tu peux faire de ce moment le bon. Parce que la pensée sans action est du bruit, mais l'action consciente est du pouvoir. 3. Prends soin de ce que tu consommes. Façonne ton esprit. Ton esprit est comme un miroir. Il reflète tout ce qu'il observe. Ce que tu vois, entends et répètes devient le matériau avec lequel tu construis ton monde intérieur. C'est pourquoi ce que tu consommes n'est pas seulement ce que tu manges, mais aussi ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, et les personnes avec lesquelles tu partages de l'énergie. Sans t'en rendre compte, chaque fragment d'information, chaque conversation, chaque image laisse une empreinte sur toi. Et ces empreintes s'accumulent jusqu'à former ta façon de penser, ton humeur quotidienne, tes réactions et ta vision de la vie. Beaucoup veulent avoir la paix de l'esprit tout en se nourrissant de bruit. Ils passent des heures devant des écrans remplis de drames, de critiques, de comparaisons et de trivialités, puis se demandent pourquoi ils se sentent vides ou irritables. L'esprit est un jardin sensible. Si tu le remplis de déchets, n'attends pas de fleurs. Le stoïcisme enseignait l'importance de protéger l'âme de ce qui pollue la pensée. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Aujourd'hui, nous pourrions dire, ce n'est pas le monde numérique qui te fait du mal, c'est ce que tu décides de laisser entrer dans ton esprit. Tout ce que tu consommes devient nourriture ou poison. Lorsque tu choisis d'écouter des messages qui te renforcent, de lire des livres qui te mettent au défi ou de t'entourer de personnes qui t'inspirent, tu nourris ton esprit avec une énergie constructive. Mais lorsque tu consommes des plaintes, des nouvelles négatives ou des comparaisons constantes, tu affaiblis ton système mental. Ton esprit traite tout ce qui entre, même ce que tu penses ignorer. Cette musique, ces commentaires, ces pensées étrangères que tu répètes, tous deviennent une partie de ta programmation interne. L'esprit ne distingue pas entre la réalité et la répétition. Si tu répètes une idée suffisamment, elle finit par y croire. Si tu t'entoures de plaintes, ton esprit adoptera le langage du découragement. Si tu t'entoures de gratitude et d'efforts, ton esprit adoptera cette vibration. C'est pourquoi prendre soin de ce que tu consommes n'est pas un acte superficiel, c'est une pratique spirituelle. C'est prendre la responsabilité de l'environnement mental dans lequel tu vis tous les jours. Le problème est qu'aujourd'hui, tout est en concurrence pour ton attention. Les réseaux, les médias, l'opinion des autres, la distraction est devenue normale. Mais normal ne signifie pas sain. Si tu n'es pas conscient de ce que tu laisses entrer, d'autres décideront de ce que tu penseras demain. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de contrôle interne, de filtrage avec sagesse. Tu ne peux pas t'isoler du monde, mais tu peux choisir ce qui t'influence. Chaque choix est une graine. Commence à nettoyer ton régime mental avec la même sérieux que tu prendrais soin de ton corps. Limite le bruit, réduis le contenu qui ne fait que te faire sentir insuffisant ou en constante comparaison. Change le temps que tu passes en distraction par du temps de lecture, de réflexion ou de silence. Observe ce qui te laisse calme et ce qui te vole de l'énergie. La différence est claire. Ce qui t'élève te donne du pouvoir. Ce qui te vide te retire la direction. Prendre soin de ce que tu consommes, c'est aussi prendre soin de ton focus. Parce que ton esprit se façonne avec ce que tu répètes chaque jour. Si tu consommes de la tranquillité, des pensées claires et des actions conscientes,
tu deviendras une personne plus centrée. Si tu consommes du chaos, tu deviendras une extension de celui-ci. Personne ne peut avoir un esprit fort en le nourrissant de faiblesse. La force se construit en sélectionnant ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Souviens-toi de ceci. Ton esprit mange toujours quelque chose. Que ce ne soit pas n'importe quoi. Parce que ce que tu consommes aujourd'hui déterminera la clarté, la discipline et la paix que tu auras demain. Et lorsque tu apprends à nourrir ton esprit avec ce qui te renforce, tu cesses d'être le produit de ton environnement pour en devenir le créateur. 4. Reprogramme ton esprit avec discipline. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Si tu l'exerces avec constance, il se renforce et t'obéit. Mais la plupart des gens laissent leur esprit les entraîner, sans se rendre compte que chaque pensée répétée crée une routine mentale. Ce que tu penses fréquemment devient automatique, et l'automatique finit par diriger ta vie. C'est pourquoi, si tu ne reprogrammes pas ton esprit, il continuera à répéter le même scénario avec les mêmes peurs, les mêmes habitudes et les mêmes résultats. Reprogrammer l'esprit n'est pas un acte mystique ni un secret caché. C'est un processus de répétition, de concentration et de discipline. Tout comme le corps change avec l'exercice constant, l'esprit change avec la pratique mentale quotidienne. Chaque fois que tu choisis une réponse consciente au lieu d'une réaction impulsive, tu réécris tes schémas. Chaque fois que tu choisis de penser avec calme et non avec peur, tu apprends à ton cerveau une nouvelle façon de vivre. Mais cela ne se fait pas en un jour. La discipline est le prix du changement. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Ils savaient que l'esprit, sans entraînement, devient l'esclave de l'environnement. C'est pourquoi ils pratiquaient le contrôle interne, la répétition de pensées rationnelles, la réflexion constante et l'observation quotidienne. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler ses propres leçons, car il savait que l'esprit oublie vite. Épictète disait que le progrès ne dépend pas de ce que tu entends, mais de ce que tu pratiques. Et cela reste vrai. Il ne suffit pas de comprendre les principes, il faut les appliquer chaque jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. La discipline mentale consiste en 3 actes: observer, remplacer et répéter. D'abord, observe ce que tu penses. Sois conscient des schémas qui se répètent, des phrases automatiques qui surgissent lorsque quelque chose ne va pas. Ensuite, remplace-les par des pensées qui te renforcent. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de choisir des mots qui te donnent une direction. Enfin, répète. L'esprit apprend par répétition, non par inspiration. Chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, tu renforces un chemin mental différent. Et avec le temps, ce nouveau chemin devient le plus fort. Mais l'esprit est paresseux. Et au début, il résistera au changement. Il essaiera de te ramener à ce que tu connais, à ce qui est confortable, à ce qu'il a fait pendant des années. Il te fera croire que tu ne peux pas, que cela ne vaut pas la peine, que c'est mieux demain. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que tu reprogrammes quelque chose de profond. Le vrai changement est inconfortable, parce qu'il brise les anciennes structures. La clé est de persévérer lorsque ton esprit veut abandonner. C'est là que la discipline devient puissance. Beaucoup parlent de transformation, mais peu sont prêts à maintenir la constance nécessaire. La discipline n'est pas une question de motivation, mais d'engagement. C'est faire ce que tu sais que tu dois faire, même quand tu ne veux pas le faire. Si tu entraînes ton esprit à tenir parole, tu cesseras de dépendre de l'émotion du moment. Tu seras celui qui dirige tes actions, pas ton humeur. Reprogrammer ton esprit avec discipline est comme construire une forteresse à partir de zéro. Jour après jour, tu places une brique, une pensée plus claire, une réaction plus sereine, une décision plus ferme. Avec le temps, cette forteresse devient ton refuge face au chaos du monde. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu apprends à les affronter à un autre niveau de conscience. L'esprit discipliné ne cherche pas à tout contrôler, il cherche à se contrôler lui-même. Et lorsque tu y parviens, rien ne t'entraîne. Parce que celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné la bataille la plus difficile. 5. Remercie et renforce ton esprit. Ton esprit est comme un champ de bataille.
Les plaintes et la gratitude s'y affrontent, et celui qui gagne cette guerre détermine ta paix. La plupart des gens vivent en se concentrant sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas bien tourné, sur ce que les autres ont. Cette attention constante au vide devient une prison mentale, où rien n'est suffisant. La plainte affaiblit, la gratitude renforce. Non pas parce qu'elle change ce qui se passe, mais parce qu'elle change la façon dont tu le perçois. Quand tu remercies, tu prends le contrôle de ton focus. Et là où il y a du focus, il y a du pouvoir. La gratitude n'est pas une émotion douce ni un acte décoratif. C'est une stratégie mentale. C'est un exercice de conscience qui entraîne l'esprit à reconnaître ce qui fonctionne, au milieu de ce qui semble aller mal. Les stoïciens l'utilisaient comme un outil de force spirituelle. Ils savaient que celui qui remercie ne dépend pas des circonstances pour se sentir accompli. Marc Aurèle écrivait que même les difficultés sont des cadeaux déguisés, car chacune offre une opportunité de croissance. C'est l'état d'esprit du guerrier, remercier non seulement ce qui est facile, mais aussi ce qui fait mal, car il sait que tout ce qui arrive sert à forger son caractère. Remercier ne signifie pas se contenter, cela signifie reconnaître que ce que tu as maintenant est la base pour avancer. L'esprit qui remercie se renforce, car il cesse de lutter contre la réalité. Il accepte le présent tel qu'il est et agit avec clarté à partir de là. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit qui peut regarder une journée difficile et encore trouver des raisons de remercier. Cette attitude transforme l'énergie interne, réduit l'anxiété et redonne le contrôle. Parce que pendant que tu te plains, ton attention est sur ce que tu ne peux pas changer. Quand tu remercies, tu la déplaces vers ce que tu peux améliorer. Chaque matin, avant que le bruit de la journée ne commence, arrête-toi un instant et remercie. Pas de manière automatique, mais consciente. Remercie d'avoir une autre opportunité d'agir, pour le corps qui te soutient, pour les gens qui t'enseignent, même pour ceux qui te défient. La gratitude transforme le présent en suffisant et l'avenir en possible. C'est une pratique qui nettoie l'esprit des plaintes et prépare l'esprit à résister au chaos. La personne qui remercie devient inébranlable parce qu'elle a appris à trouver du sens en tout. Le problème est que la société entraîne le contraire. Elle nous apprend à nous concentrer sur ce qui manque, sur ce que nous n'avons pas encore obtenu. Nous vivons dans une constante sensation de pénurie mentale. Et ainsi, l'esprit devient faible, ayant besoin de plus de stimuli pour se sentir bien. Mais quand tu choisis de remercier, tu changes la fréquence interne. Tu arrêtes d'avoir besoin de tant de choses pour être en paix et tu découvres que la force ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que tu apprécies. Remercier est aussi une forme de résistance. C'est refuser de laisser l'environnement décider de ton état d'esprit. C'est affirmer « Je peux rester debout même au milieu de la tempête ». Cette affirmation crée une force spirituelle. Elle te rend moins réactif, plus conscient, plus centré. La gratitude transforme les défis en entraînement, la douleur en sagesse, la perte en croissance. La pratiquer quotidiennement est comme aiguiser une épée intérieure. Non pas parce que la vie cesse de te frapper, mais parce que tu apprends à recevoir chaque coup avec calme. C'est la différence entre la personne qui se brise et celle qui s'élève. La gratitude te donne des racines quand tout vacille. Elle te rappelle que malgré tout, tu es toujours là. Et tant que tu es là, tu as du pouvoir. Parce que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir plus, c'est de savoir voir au-delà. Remercier ne change pas le monde, mais ça change l'esprit qui l'interprète. Et cet esprit est celui qui transforme ta vie. 6. Brise le pilote automatique. Nous vivons entourés de mouvements, mais peu sont vraiment éveillés. La plupart marchent les yeux ouverts et l'esprit endormi, répétant les mêmes pensées, les mêmes réactions et les mêmes erreurs comme si leur vie était un enregistrement qui se joue sans arrêt. Le pilote automatique s'active lorsque tu cesses de remettre en question ce que tu fais, lorsque ta journée devient une séquence d'habitudes inconscientes où tu ne décides plus, tu répètes seulement. Et ce mode, bien que confortable, est l'ennemi silencieux de la croissance. Le pilote automatique n'arrive pas du jour au lendemain. Il se construit petit à petit avec la routine, la précipitation, le manque de réflexion. L'esprit s'habitue au chemin connu et cesse d'explorer de nouvelles routes.
Ce qui est dangereux, c'est que dans ce mode de vie, tu peux passer des années à vivre sans vraiment vivre. Tu te lèves, tu accomplis, tu produis, tu réponds, mais à l'intérieur, tu es absent. C'est une forme de survie déguisée en normalité. Et le pire, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est la vie. Le stoïcisme enseigne le contraire. Vivre avec présence, avec attention et avec intention. Épictète disait que personne n'est libre s'il ne contrôle pas son propre esprit. Être en pilote automatique, c'est perdre la liberté, parce que tu laisses ton esprit, ton environnement ou tes émotions décider pour toi. C'est vivre en réagissant, pas en choisissant. Quand tu te plains sans t'en rendre compte, quand tu discutes sans réfléchir, quand tu répètes une habitude que tu sais déjà qu'elle te fait du mal, c'est le pilote automatique qui parle pour toi. Le briser exige de la conscience. Cela signifie s'arrêter et s'observer sans jugement. Cela signifie réaliser que tu n'as pas à continuer à agir de la même manière simplement parce que tu l'as toujours fait. Chaque pensée répétée peut être interrompue, chaque impulsion peut être observée, chaque réaction peut être choisie. L'esprit conscient ne se laisse pas entraîner, il se demande pourquoi. Il se questionne avant de répondre, il s'arrête avant de répéter. Et dans ce petit espace, entre l'impulsion et l'action, naît la liberté. Briser le pilote automatique exige également de l'inconfort. Car sortir de la routine mentale, c'est comme se réveiller d'un sommeil profond. Au début, ça fait mal. Ça fait mal de réaliser combien d'années tu as vécu en mode défense, combien de décisions tu as prises sans vraiment réfléchir, combien de fois tu as tué ce que tu ressentais ou suivi un chemin qui ne te représentait pas. Mais cette douleur est le prix de la lucidité. C'est le premier pas pour commencer à vivre avec intention. Commence par de petits actes de conscience. Quand tu manges, mange lentement. Quand tu parles, écoute ce que tu dis. Quand tu ressens de la colère, respire avant de réagir. Quand tu te distrais, reviens au présent. Ce sont des actions simples, mais puissantes. Parce que chaque fois que tu choisis d'être présent, tu affaiblis le mode automatique et renforces ton esprit conscient. Les stoïciens pratiquaient cela quotidiennement. Il ne s'agissait pas de tout contrôler, mais d'être attentif à eux-mêmes, de maîtriser l'attention comme un guerrier maîtrise son épée. Le pilote automatique te vole la vie en silence. Il te fait croire que tu avances alors qu'en réalité tu tournes en rond. Le briser, c'est récupérer le pouvoir de décider, le pouvoir de ressentir, le pouvoir d'agir avec clarté. La vie ne se vit pas en y pensant, elle se vit en y étant. La présence est la véritable forme de liberté. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de te réveiller. L'esprit entraîné observe, choisit et agit avec un but. Et quand tu y arrives, chaque jour cesse d'être une répétition pour devenir une opportunité. Briser le pilote automatique, ce n'est pas cesser de bouger, c'est commencer à bouger avec sens. Parce qu'une vie consciente n'est pas celle qui avance rapidement, mais celle qui avance éveillée. 7. Maîtrise ton dialogue interne. Chaque personne a une voix en elle qui ne se tait jamais. Elle parle quand tu te regardes dans le miroir, quand tu échoues, quand tu doutes, quand tu essaies quelque chose de nouveau. Cette voix peut être ton allié ou ton bourreau. Si tu la laisses libre, elle peut te détruire avec ses jugements, mais si tu la maîtrises, elle peut te transformer en quelqu'un d'invincible. L'esprit est un narrateur infatigable qui te raconte des histoires sur qui tu es et ce que tu mérites, et ces histoires façonnent ta réalité bien plus que tu ne l'imagines. Le dialogue interne est le langage avec lequel tu programmes ton esprit. Chaque mot que tu répètes devient un ordre que ton cerveau obéit. Si tu te dis constamment « je ne peux pas, je ne suis pas bon, j'échoue toujours », tu renforces ces idées jusqu'à ce qu'elles deviennent ta vérité. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, parce que tu le fais en silence. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui te critique de l'extérieur, c'est celui qui murmure en toi que tu n'es pas assez bon. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné à raisonner avant de réagir. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Cela signifie que si tes pensées sont sombres, ta vie le sera aussi. Mais si ton esprit apprend à parler clairement, la lumière revient. Maîtriser le dialogue interne n'est pas nier ce que tu ressens. C'est choisir les mots justes pour diriger tes émotions au lieu d'être dirigé par elles.
La première étape est d'écouter ce que tu te dis. Peu de personnes le font. Ils vivent en répétant des phrases qu'ils ont absorbées de leur environnement, de leur enfance, de personnes qui les ont sous-estimées. Si tu n'es pas conscient de ces phrases, elles deviennent des commandements internes qui guident tes décisions. Ainsi, quelqu'un qui a grandi en entendant « tu n'es pas capable » finira par saboter chaque opportunité qui se présente à lui. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que son esprit est programmé pour douter. Maîtriser le dialogue interne, c'est rééduquer cette voix. Quand la critique apparaît, réponds-lui avec raison. Quand le doute surgit, rappelle-toi les pas que tu as déjà faits. Quand la peur te parle, réponds-lui par l'action. Il ne s'agit pas de te parler avec de fausses affirmations positives, mais de te dire la vérité à partir de la force. Au lieu de « je ne peux pas », dis « je suis encore en train d'apprendre ». Au lieu de « j'ai échoué encore une fois », dis « je comprends comment faire mieux ». L'esprit répond à la répétition et à l'émotion. Donc chaque phrase que tu dis avec conviction s'enregistrera comme un nouveau chemin mental. Bien te parler n'est pas de l'ego, c'est de la responsabilité. Parce que si tu ne te donnes pas de pouvoir, personne ne te le donnera. Les stoïciens comprenaient que la pensée correcte était la base de la sérénité. Si tu laisses ton esprit te parler comme un ennemi, tu n'auras jamais la paix. Si tu apprends à guider ton dialogue interne, tu pourras rester fort même au milieu du chaos. Le langage interne est de l'énergie pure. Il peut te guérir ou te détruire, te motiver ou te couler. Chaque jour, la voix en toi te construit ou t'affaiblit, et tu décides laquelle des deux versions tu nourris. Commence par observer tes pensées sans peur. Change-les quand elles te sabotent, et répète avec discipline les mots qui te maintiennent en équilibre. Maîtriser le dialogue interne est l'un des actes les plus puissants de liberté. Parce que lorsque ton esprit devient ton allié, rien d'extérieur ne peut te manipuler. La personne qui maîtrise sa voix intérieure devient invincible. Non pas parce qu'elle n'a pas peur, mais parce qu'elle a appris à ne pas croire tout ce qu'elle pense. 8. Construis la paix en toi. Le monde extérieur est un reflet de l'intérieur. Tu peux changer de lieu, de compagnie ou de travail, mais si ton esprit est toujours en guerre, la paix restera un rêve lointain. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Brique par brique, pensée par pensée. Ce n'est pas un état auquel tu arrives, c'est une pratique quotidienne. C'est l'art de rester calme, au milieu de la tempête, de ne pas laisser le bruit extérieur éteindre ta clarté intérieure. Imagine que ton esprit est une maison. Chaque pensée est un invité. Si tu laisses tout le monde entrer, ta maison sera remplie de chaos. Mais si tu choisis à qui ouvrir la porte, tu pourras vivre en ordre. La paix mentale ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Cela signifie que tu ne permets pas à chaque problème de s'installer en toi. Apprendre à sélectionner tes pensées, c'est apprendre à protéger ton foyer intérieur. Tu n'as pas besoin d'expulser le bruit du monde. Tu as juste besoin d'empêcher qu'il ne prenne possession de ton espace. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Marc Aurèle gouvernait un empire plein de conflits, et pourtant, il trouvait la sérénité parce qu'il comprenait que la véritable bataille se déroulait à l'intérieur. Il a écrit que la tranquillité vient d'un esprit ordonné, non d'un monde parfait. Cela reste vrai aujourd'hui. Tu ne peux pas contrôler le trafic, les gens ou les nouvelles, mais tu peux contrôler la façon dont ton esprit réagit à eux. La paix est atteinte lorsque tu choisis de ne pas participer à des guerres mentales inutiles. Construire la paix intérieure est une forme de discipline. Il ne s'agit pas d'éviter ou de réprimer, mais de former l'esprit à répondre avec sagesse. Chaque fois que tu choisis de ne pas discuter avec quelqu'un qui cherche à te provoquer, tu renforces ta paix. Chaque fois que tu décides de respirer avant de réagir, tu construis la stabilité. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise sur quelque chose que tu ne peux pas changer, tu poses une brique de plus dans les fondations de ta sérénité. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Seul celui qui se connaît lui-même peut rester en équilibre lorsque tout s'effondre. Le problème est que beaucoup cherchent la paix à l'extérieur, dans l'approbation, dans le couple, dans l'argent, dans le repos, dans le voyage. Mais cette paix dépend de conditions qui changent. Et lorsque ces conditions disparaissent, la tranquillité disparaît aussi.
La véritable paix ne dépend pas de ce qui se passe, elle dépend de ta capacité à rester serein, quel que soit le résultat. C'est un état qui se cultive à partir de la conscience, de la compréhension profonde, que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur ton esprit si tu ne le lui donnes pas. Le stoïcisme enseigne que ce qui te perturbe n'est pas le fait, mais ton interprétation du fait. Si tu te mets en colère pour quelque chose, ce n'est pas la situation qui te fait perdre ton calme, c'est ton jugement sur elle. Et si tu changes le jugement, tu changes l'émotion. La paix intérieure est le résultat de cette pratique constante de réinterpréter la réalité à partir de la raison et non de l'impulsivité. C'est te demander: cela mérite-t-il mon énergie ou cela vole-t-il simplement mon attention? Construire la paix en toi, ce n'est pas te retirer du monde. C'est apprendre à vivre en lui sans te perdre. C'est avoir la force de rester calme pendant que les autres s'agitent. C'est ne pas répondre avec colère lorsque l'environnement exige des cris. C'est rester fidèle à ton centre, même lorsque tout autour cherche à te déstabiliser. C'est là la véritable maîtrise mentale. Lorsque tu y parviens, rien ni personne ne peut te voler ta sérénité. Parce que tu comprends que le chaos extérieur existera toujours, mais c'est toi qui décides si tu le laisses entrer. La paix n'est pas un cadeau, c'est une construction consciente. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des hommes tentent de conquérir avec ce qui se voit, mais ceux qui laissent vraiment une empreinte le font avec ce qui se ressent. Ils n'utilisent pas de phrases répétées ni de promesses vides. Ils savent qu'une connexion profonde ne s'impose pas, elle s'éveille. Et cet éveil ne se produit pas par l'apparence, mais par la présence. Une femme peut oublier tes paroles, mais jamais la façon dont tu l'as fait penser, ressentir ou se voir elle-même. Cette vidéo ne t'apprendra pas à séduire, elle t'apprendra à te connecter. Parce que la véritable attraction ne vient pas du besoin de plaire, mais du pouvoir de comprendre. Il s'agit de poser les questions que personne d'autre ne pose, de regarder au-delà de l'évident, de t'intéresser à ce qui se cache derrière le personnage qu'elle montre au monde. Lorsque tu apprends à poser des questions avec intention, ta conversation cesse d'être superficielle et devient un miroir où tous deux peuvent se reconnaître sans masque. Un homme conscient ne cherche pas à contrôler une conversation. Il cherche à découvrir ce qu'il y a en elle. Et il y parvient lorsque sa curiosité est authentique, lorsqu'il écoute sans interrompre, lorsqu'il observe avant de parler. Ce type de présence génère de la confiance. Et la confiance ouvre des portes que la conquête superficielle ne pourra jamais toucher. Ici, tu vas comprendre que le pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir les meilleures réponses, mais dans le fait de poser les bonnes questions. Des questions qui éveillent les rêves, qui révèlent les valeurs, qui invitent à la réflexion et provoquent des émotions réelles. Parce qu'un homme inoubliable n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui transforme. Et si tu apprends à utiliser tes mots avec intention, tu arrêteras de poursuivre les connexions et tu commenceras à les créer. C'est le véritable art. Se connecter depuis l'esprit, toucher depuis l'âme et rester sans avoir besoin d'insister. 1. Observe avant de parler. Un regard peut tout dire, mais une question bien posée peut tout changer. Les mots justes au bon moment sont comme une clé qui ouvre des portes invisibles, celles qui protègent le plus profond d'une personne. Avant de parler, un homme doit observer. Non pas avec les yeux qui jugent, mais avec ceux qui lisent les silences, les gestes, l'énergie. Car la femme que tu as en face de toi n'est pas impressionnée par ce que tu dis, mais par ce qu'elle perçoit quand tu parles. Observer avant de parler est une attitude de pouvoir. C'est la différence entre un homme qui réagit et un homme qui comprend. Quand tu observes, tu vois ce que les autres ignorent. Tu remarques comment son ton change lorsqu'elle parle de quelque chose qui lui tient à cœur. Comment elle baisse les yeux lorsqu'elle aborde un sujet qui lui fait mal. Comment elle sourit sans s'en rendre compte lorsqu'elle mentionne un rêve.
Cette information ne s'achète pas, elle ne s'invente pas, elle se perçoit. Et seul la perçoit celui qui est vraiment présent. Beaucoup d'hommes parlent pour combler le silence, sans comprendre que le silence est le terrain où naît la connexion. Quand tu te précipites à parler, tu perds l'opportunité de connaître ce qui compte vraiment. Mais quand tu observes d'abord, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tant de mots pour être mémorable. Le calme avec lequel tu regardes, l'attention avec laquelle tu écoutes et la sérénité avec laquelle tu réponds créent un magnétisme qui ne dépend pas de l'apparence. Observer avant de parler implique également une discipline émotionnelle. Cela signifie ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas chercher l'approbation dans chaque réponse. Cela signifie rester ferme, même lorsque le silence est inconfortable. Parce que la plupart cherchent à être entendus, mais peu savent écouter. Et celui qui maîtrise l'art d'écouter devient irrésistible, parce que dans un monde plein de bruit, son attention est ressentie comme un refuge. Un homme qui observe n'a pas besoin de parler beaucoup pour dire beaucoup. Chaque mot qui sort de sa bouche a du poids, parce qu'il a été mesuré, réfléchi et donné avec intention. C'est ce genre de communication qui laisse une trace, celle qui naît de la compréhension, pas de l'impulsion. Apprends à observer. D'abord, et tu verras comment le monde commence à te raconter des secrets que les autres n'ont jamais remarqués. Parce que la connexion profonde ne commence pas par ce que tu dis, mais parce que tu es capable de voir avant de parler. 2. Pose des questions au-delà de l'évident. Une conversation vide est comme un puits sans fond. On parle beaucoup, mais on ne trouve rien. Poser des questions au-delà de l'évident est ce qui sépare un homme ordinaire d'un homme qui laisse une empreinte. La plupart restent en surface avec des phrases automatiques, cherchant à faire bonne impression. Mais ils ne se rendent pas compte que les bonnes questions ne cherchent pas à plaire, elles cherchent à connecter. Lorsque tu oses aller plus profondément, toucher des sujets qui révèlent des pensées, des émotions et des rêves, c'est alors que la conversation cesse d'être un échange de mots et devient un échange d'âme. Poser des questions au-delà de l'évident nécessite du courage. Il ne s'agit pas d'envahir ou d'analyser, mais de montrer un véritable intérêt. Ne lui demande pas seulement ce qu'elle fait ou ce qu'elle aime, mais pourquoi cela la passionne, ce qu'elle a appris de ce qu'elle a vécu, ce qui la fait se sentir vivante. Chaque question bien formulée est une invitation à descendre une couche de plus, à cesser de parler au personnage et à commencer à connaître la personne. Un homme qui sait poser des questions avec intention devient magnétique, car il démontre quelque chose qui est rare, la présence. Il ne pense pas à ce qu'il dira ensuite, il écoute. Il est là, curieux, sans prétention, sans chercher à approuver ou à impressionner. Cette authenticité brise les défenses, éveille la confiance et suscite l'intérêt. Parce que tandis que les autres cherchent des réponses rapides, toi, tu sèmes la connexion. Lorsqu'une femme sent qu'on l'écoute attentivement, son esprit s'ouvre et son âme répond. Poser des questions n'est pas manipuler, c'est comprendre. C'est refléter son essence et montrer la tienne en même temps. C'est provoquer une pause, un sourire, une pensée qui ne s'oublie pas. Et quand cela se produit, peu importe le lieu, l'heure ou le contexte, parce que quelque chose de profond a commencé à grandir. Fais de tes questions un pont, pas un piège. Ne cherche pas l'information, cherche la connexion. Pose des questions avec intention, écoute avec le cœur et réponds avec vérité. C'est ainsi qu'un homme cesse d'être un de plus et devient quelqu'un qui fait la différence. Parce que lorsque tu apprends à poser des questions au-delà de l'évident, tu découvres que la véritable conquête n'est pas d'obtenir des réponses, mais d'éveiller des émotions que personne d'autre n'a su toucher. 3. Partage ta vérité. Un miroir propre reflète ce qu'il a devant lui, mais un miroir fissuré révèle la profondeur. Il en va de même pour les êtres humains. Montrer seulement la perfection crée de la distance, tandis que partager ta vérité crée de la connexion. Un homme qui ose parler avec authenticité, sans masque ni posture, dégage une force qu'il n'a pas besoin de prouver. Car la véritable attraction ne naît pas de l'apparence, mais de la transparence avec laquelle tu vis. Partager ta vérité
ne signifie pas tout dévoiler ni te transformer en confessionnal. Cela veut dire parler à partir de ce que tu es réellement et non de ce que tu crois que l'autre veut entendre. C'est oser raconter ce que tu as appris de tes erreurs, ce que tu as eu du mal à surmonter, ce que tu cherches encore à comprendre. Non pas pour susciter la pitié, mais pour montrer que tu as une histoire, que tu es tombé et que tu t'es relevé, que tu sais ce que c'est de ressentir et de continuer à avancer. Cette vulnérabilité bien exprimée ne t'affaiblit pas. Au contraire, elle montre ta maturité émotionnelle. Les femmes perçoivent avec précision si un homme parle depuis son ego ou depuis sa vérité. La différence réside dans l'énergie. L'ego cherche l'approbation, la vérité cherche la compréhension. Quand tu parles avec l'ego, ton message sonne faux. Quand tu parles avec ton essence, les mots coulent naturellement. Et c'est cela qui captive, qui rend une conversation mémorable. Un homme qui partage sa vérité ne craint pas le jugement. Il sait que l'authenticité ne sera pas toujours comprise, mais qu'elle sera toujours respectée. Cette force intérieure, cette sérénité avec laquelle il assume ce qu'il est, crée un type d'attraction différent. Non pas celle qui cherche à conquérir, mais celle qui donne envie de rester. Car la véritable confiance ne se construit pas avec des compliments, mais avec l'honnêteté. Parler avec vérité te protège aussi des jeux superficiels. Cela te permet d'attirer ceux qui apprécient ton essence et d'éloigner ceux qui ne cherchent qu'une façade. Cela te rend cohérent, stable, prévisible dans ton intégrité. Et cela, dans un monde plein d'apparences, est un véritable trésor. Si tu veux vraiment créer une connexion, cesse de jouer un rôle et commence à partager. Parle avec sincérité, sans artifice, sans peur d'être mal interprété. Car celui qui parle depuis son âme n'a pas besoin de convaincre. Il se contente d'être. Quand tu apprends à partager ta vérité, tes mots cessent de chercher l'attention et commencent à inspirer le respect. Et c'est là le fondement de toute connexion profonde. Deux vérités qui se rencontrent et choisissent d'avancer au même rythme. 4. Réveille ses rêves. Il y a des hommes qui parlent pour combler le silence, et d'autres qui, avec peu de mots, parviennent à allumer quelque chose qui était endormi. Réveiller les rêves d'une femme n'a rien à voir avec la convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt avec lui rappeler ce qu'elle savait déjà, mais avait oublié. Un homme qui inspire n'a pas besoin de le crier. Sa présence le communique déjà, parce que là où d'autres cherchent l'attention, lui cherche la profondeur, et là où beaucoup essayent d'impressionner, lui essaie de réveiller. Lorsque tu deviens le genre d'homme qui parle avec conscience, tes paroles cessent d'être du bruit et se transforment en signaux. Chaque phrase, chaque question, chaque geste peut devenir une étincelle qui réactive sa foi en elle-même. Une femme ne tombe pas amoureuse de celui qui la distrait, mais de celui qui la fait réfléchir, de celui qui lui redonne la motivation, de celui qui lui montre qu'il reste encore des choses à accomplir. C'est là le pouvoir de réveiller les rêves, provoquer un mouvement intérieur, sans avoir besoin de pousser. Mais avant de pouvoir réveiller les rêves de quelqu'un, tu dois avoir réveillé les tiens. Personne ne peut t'inspirer s'il vit endormi dans sa propre médiocrité. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux aider personne à trouver son chemin. Réveiller les rêves commence par ton propre exemple, par la façon dont tu marches, parles et vis avec un but. Lorsqu'une femme sent que ton énergie est alignée avec quelque chose de plus grand que toi, son attention se focalise naturellement. La cohérence attire plus que n'importe quel joli mot. Réveiller ses rêves n'est pas lui promettre le ciel, c'est lui montrer qu'elle peut l'atteindre par elle-même. C'est reconnaître son potentiel, la faire réfléchir sans rien imposer, la pousser à regarder ce qu'elle a évité. Tu n'as pas besoin de lui donner des solutions, juste de lui poser les questions qui réveillent son feu intérieur. Qu'est-ce qui te ferait vraiment te sentir vivante? Qu'as-tu arrêté de faire par peur? Quelle version de toi-même repousses-tu? Des questions comme celle-ci ne cherchent pas à contrôler, elles cherchent la vérité. Dans un monde rempli de relations superficielles, un homme qui aide une femme à se reconnecter à son essence devient impossible à oublier. Parce qu'elle ne se souviendra pas de lui pour ce qu'il a dit, mais pour la façon dont il l'a fait se sentir avec elle-même. Sa présence devient un point de référence, un rappel de son pouvoir, de sa valeur, de ce qu'elle mérite.
Et quand tu réussis cela, tu n'as pas besoin d'insister, parce qu'elle sentira elle-même la connexion. Réveiller les rêves d'une femme n'est pas essayer d'être son sauveur. C'est être un compagnon de croissance, quelqu'un qui partage une vision, qui stimule sans dominer, qui écoute sans corriger. C'est lui donner de l'espace pour être plus, sans craindre qu'elle brille. Lorsque tu aides une femme à s'étendre, son énergie t'élève aussi. Il n'y a pas de compétition, il y a de l'évolution. Ton rôle n'est pas de lui construire des ailes, mais de lui rappeler qu'elle en a déjà. Il ne s'agit pas de lui dire ce qu'elle doit faire, mais de croire en ce qu'elle peut faire. Et quand ce type de croyance vient d'un homme qui parle calmement, fermement, et à partir de la vérité, il devient presque impossible de ne pas le sentir. Cette confiance que tu transmets lorsque tu parles de but, de vision, de but, réveille en elle le besoin de grandir aussi. Si tu veux une véritable connexion, ne cherche pas des émotions momentanées. Cherche une expansion mutuelle. Ne la conquiers pas avec des flatteries, conquiers-la avec une direction. Parce qu'un homme qui inspire des rêves n'a pas besoin de demander de l'amour, sa seule présence le provoque. Et quand tu réussis cela, l'attraction cesse d'être physique et devient quelque chose de plus profond. Une union entre deux personnes qui se rappellent mutuellement ce qu'elles sont capables d'être. 5. Défends tes valeurs. Un arbre peut perdre ses feuilles, mais si ses racines sont solides, aucun vent ne peut l'arracher. Il en va de même pour un homme. Dans un monde où beaucoup changent d'avis pour s'intégrer ou par peur de se retrouver seul, rester fidèle à ses valeurs est une déclaration silencieuse de force. Les femmes ne sont pas attirées par celui qui essaie de plaire à tout le monde, mais par celui qui a une boussole interne si claire qu'elle ne dévie ni par flatterie ni par pression. Défendre tes valeurs ne signifie pas être inflexible ou arrogant. Cela signifie avoir des principes qui guident tes décisions même lorsque personne ne te regarde. Cela signifie dire non quand quelque chose va à l'encontre de ce que tu es, même si cela te coûte l'approbation de quelqu'un. Car celui qui n'a pas de limite morale devient prévisible, et ce qui est prévisible cesse de générer du respect. Un homme qui se tient avec sérénité, qui sait ce qu'il représente, éveille un mélange de curiosité et de sécurité chez l'autre personne. Une femme se sent émotionnellement en sécurité lorsqu'elle perçoit de la cohérence. Elle peut ne pas partager tes idées, mais si elle voit que tu les soutiens avec calme et sans imposition, elle ressentira du respect. Le respect est le terrain sur lequel fleurit l'attraction profonde. C'est pourquoi, lorsque tu parles de ce en quoi tu crois, fais-le avec conviction, non pas pour convaincre, mais pour montrer la direction. Cette fermeté sans agression communique plus que 1000 promesses. Le problème est que beaucoup d'hommes confondent adaptabilité et faiblesse. Ils pensent que pour se connecter, ils doivent être d'accord sur tout, sourire à ce qu'ils n'approuvent pas et taire ce qu'ils pensent vraiment. Mais ce qui crée la connexion n'est pas de feindre l'affinité, c'est de montrer l'authenticité. Si tu as des valeurs claires et que tu les vis, tu n'as pas besoin de les imposer, juste de les incarner. Ton exemple parlera plus fort que n'importe quel argument. Défendre tes valeurs implique également de protéger ton énergie. Il ne s'agit pas seulement d'idées, mais aussi d'actions. C'est prendre soin de ton temps, de tes limites, de ta parole. Lorsque tu restes ferme dans tes décisions, dans tes habitudes, dans la façon dont tu traites les autres, tu projettes une stabilité émotionnelle qui se ressent. Les femmes remarquent cela. Elles remarquent quand un homme ne se trahit pas pour bien paraître. Et dans un monde plein de contradictions, cette intégrité devient magnétique. Il y aura ceux qui essaieront de te défier, de te provoquer ou de te faire douter. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Il ne s'agit pas de discuter, il s'agit de garder son calme. Défends tes principes sans élever la voix, avec la tranquillité de celui qui ne cherche pas à avoir raison, mais à être en paix avec lui-même. Cette sérénité est du pouvoir. Parce que lorsqu'un homme montre qu'il ne se vend pas, ni pour le plaisir, ni pour l'approbation, il gagne quelque chose de plus grand, le respect, l'admiration et la confiance. Défendre tes valeurs ne te rend pas difficile, cela te rend authentique. Cela te distingue de la masse. Et lorsqu'une femme ressent cette cohérence, elle sait qu'elle est face à quelqu'un de réel, quelqu'un qui n'a pas besoin de se déguiser pour être accepté.
L'attraction la plus forte ne naît pas du désir, mais de la certitude. Et un homme aux valeurs fermes transmet cette certitude. Il n'est pas le plus bruyant, il est le plus fiable. Il ne cherche pas à briller, il illumine. Alors reste fidèle à toi-même, même lorsque personne ne t'applaudit. Tes valeurs sont ton encre, et si tu apprends à les défendre avec calme et fermeté, tu attireras celui qui vit également avec un but. Parce que celui qui respecte son essence finit entouré de personnes qui respectent la leur. Et cela, plus qu'une connexion, est le début de quelque chose de réel. 6. Réfléchis. Ne juge pas, les gens ne s'ouvrent pas à ceux qui les jugent, ils s'ouvrent à ceux qui les reflètent. Comme un miroir qui ne critique pas l'image qu'il reçoit, il la renvoie simplement avec clarté. Un homme qui apprend à refléter plutôt qu'à juger devient quelqu'un avec qui les gens se sentent en sécurité. Cette sécurité émotionnelle est la base de toute connexion profonde, car lorsqu'une femme sent qu'elle ne sera pas analysée ni corrigée, elle ose se montrer telle qu'elle est. Réfléchir signifie écouter attentivement, non pas dans l'intention de répondre, mais de comprendre. C'est regarder au-delà des mots et comprendre les émotions qui se cachent derrière. C'est savoir que tout ce que quelqu'un dit ne cherche pas une solution. Parfois, il cherche simplement à être écouté sans interruption. Lorsqu'une femme partage quelque chose d'important et que tu l'écoutes sans essayer de la réparer, ce qu'elle perçoit n'est pas de l'indifférence, mais du respect. Juger, en revanche, est le moyen le plus rapide de fermer une porte. Chaque fois que tu corriges, minimises ou compares ce qu'elle ressent, tu lui envoies le message que son monde intérieur n'est pas valide. Et personne ne peut s'ouvrir à quelqu'un qui invalide ses sentiments. Réfléchir est différent. C'est répondre avec empathie, avec des phrases simples mais puissantes, comme « je comprends pourquoi tu as ressenti cela » ou « cela a dû être difficile ». De tels mots construisent la confiance parce qu'ils ne cherchent pas à être les protagonistes. Ils cherchent à se connecter. Être un reflet implique aussi de te connaître. Si tu n'es pas en paix avec tes propres émotions, tu finiras par les projeter sur les autres. Un homme émotionnellement mature ne réagit pas à chaque chose qu'il entend. Il reste calme et observe avant de répondre. Cette retenue, cette sérénité a un pouvoir silencieux. Parce que tandis que d'autres discutent ou corrigent, lui comprend simplement. Et comprendre est un acte d'amour, pas de faiblesse. Lorsque tu reflètes, tu invites l'autre personne à explorer son propre intérieur. Tes réponses, ton langage corporel, ton énergie, lui font sentir qu'elle peut approfondir sans peur. Tu n'es pas là pour la juger, tu es là pour l'accompagner dans sa réflexion. Ce sentiment de liberté émotionnelle est ce qui crée la véritable connexion. Parce que lorsqu'une personne sent qu'elle peut parler avec toi sans avoir à porter un masque, elle reste. Réfléchir, c'est aussi apprendre à ne pas tout prendre personnellement. Parfois, les gens parlent de leur douleur, pas de leur intention. Savoir faire la différence montre la maturité. Lorsque tu écoutes sans réagir, sans te défendre, tu projettes le self-control. Ce calme transforme la conversation, change l'atmosphère et génère du respect. Les femmes le remarquent. Tu ne le dis pas, mais tu le transmets. L'homme qui reflète devient un espace sûr. Sa présence communique la paix, son silence contient, son regard invite. Il n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, car sa valeur n'est pas dans la résolution, mais dans le soutien. Et lorsqu'il y parvient, sa compagnie devient addictive. Non pas pour ce qu'il offre, mais pour ce qu'il provoque. Tranquillité, confiance, compréhension. Alors, au lieu de corriger, comprends. Au lieu de donner ton avis immédiatement, écoute. Au lieu de réagir, observe. Réfléchir ne signifie pas se taire. Cela signifie répondre avec empathie, pas avec jugement. Cette compétence te transforme en quelqu'un qui ne fait pas que converser, mais qui se connecte. Et lorsque tu apprends à refléter sans juger, tu découvres que la véritable communication ne se fait pas avec des mots, mais avec le sentiment que tu laisses lorsque l'autre se sent vu, compris et respecté. 7. Parle depuis la croissance. Les mots peuvent être des graines ou des couteaux, selon l'intention avec laquelle ils sont utilisés. Un homme qui a appris à grandir émotionnellement ne parle pas pour démontrer sa puissance, mais pour partager sa sagesse.
Son ton ne cherche pas à s'imposer, il cherche à élever. Parler depuis la croissance signifie que chaque mot que tu prononces naît de tes expériences, pas de tes blessures. C'est parler avec maturité, avec calme et avec la clarté de celui qui a déjà compris que la communication n'est pas une question de victoire, mais de connexion. Un homme qui parle depuis la croissance n'utilise pas ses histoires pour se vanter, mais pour enseigner. Il n'a pas besoin de cacher son passé, car il l'a transformé en apprentissage. Chaque chute lui a donné une perspective, chaque erreur lui a appris à voir avec empathie. C'est pourquoi quand il parle, on sent la vérité. Ces mots ont du poids parce qu'ils naissent de l'expérience, pas de la théorie. Et cela crée un impact immédiat. Une femme peut oublier tes gestes, mais elle n'oublie jamais la sensation d'avoir été comprise par quelqu'un qui a déjà parcouru ce même terrain. Parler depuis la croissance implique aussi de contrôler son ego. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'apporter de la valeur. C'est éviter de transformer une conversation en compétition. Beaucoup d'hommes essaient d'impressionner en montrant tout ce qu'ils savent, mais ils oublient que ce qui est vraiment attirant n'est pas la quantité de mots, mais la qualité des réflexions. La maturité se remarque quand tu sais te taire pour écouter. Et quand tu parles, tu le fais depuis l'équilibre, pas depuis la réaction. Quand tu partages depuis la croissance, tes mots inspirent sans avoir besoin de convaincre. Tu parles depuis le calme, depuis la certitude d'avoir surmonté ce que d'autres sont encore en train de comprendre. Cette énergie transmet de la stabilité. Et la stabilité émotionnelle est l'une des formes d'attraction les plus fortes. Les femmes le perçoivent instantanément. Pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu le dis. Ton langage corporel, ton rythme, ton ton, tout communique. Parler depuis la croissance, c'est aussi savoir quand ne pas parler. Parfois, le silence est la réponse la plus sage. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que toutes les batailles n'ont pas besoin de mots. Un homme en croissance ne réagit pas au chaos. Il l'observe, le comprend et agit ensuite avec précision. Sa voix ne cherche pas le bruit, elle cherche la direction. Cette sérénité captive plus que n'importe quel discours. Quand tu parles, fais-le avec un but. Utilise tes histoires pour construire, pas pour impressionner. Parle de tes apprentissages sans glorifier la douleur. Partage ce qui t'a transformé, pas ce qui t'a brisé. Montre que tu as appris à lâcher prise, à pardonner, à avancer. Parce que celui qui parle depuis la croissance montre qu'il n'a pas seulement vécu, mais qu'il a évolué. Cette façon de communiquer te transforme en un miroir où d'autres peuvent se voir refléter. Tu inspires sans effort. Tu motives sans donner de conseils. Tu te connectes sans chercher l'approbation. Parce que les mots qui naissent de la croissance ne cherchent pas à briller, ils cherchent à guérir. Et quand une femme perçoit cela en toi, elle comprend qu'elle est face à un homme différent. Quelqu'un qui sait non seulement parler, mais aussi enseigner par sa façon d'être. Parler depuis la croissance est une forme de leadership émotionnel. C'est la preuve que tu as appris à maîtriser ton esprit et ton cœur. Et quand tu atteins ce point, tes mots ne conquièrent plus par le son, ils conquièrent par le sens. Parce que celui qui parle depuis l'évolution ne cherche pas l'attention, il transmet la direction. Et c'est cette voix qui laisse une trace dans n'importe quel cœur. 8. Pratique la présence. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu savent vraiment écouter. La présence est le nouveau luxe émotionnel. Un bien rare qui distingue celui qui vit éveillé de celui qui ne fait que réagir. Être présent n'est pas seulement rester physiquement, c'est être là avec l'esprit, le regard et l'âme. Lorsqu'un homme apprend à pratiquer la présence, son silence devient plus éloquent que n'importe quel discours. Une femme le ressent parce que la présence ne se feint pas, elle se transmet. Pratiquer la présence, c'est maîtriser l'art d'être pleinement dans l'instant. Il ne s'agit pas de penser à ce qu'il faut dire ensuite, ni de se distraire avec le téléphone, mais de faire sentir à l'autre que rien d'autre n'a d'importance à cet instant. Le lien émotionnel naît lorsque ton attention devient un refuge. Une femme remarque quand tu l'écoutes vraiment, quand tu n'entends pas seulement ses mots, mais que tu perçois son ton, ses pauses et son énergie. Ce type d'attention n'est pas oublié. Car à une époque de distraction, être écouté sans hâte ressemble à un acte d'amour. Un homme présent ne court pas, ne prétend pas, ne se fragmente pas. Il contrôle son esprit.
Son calme crée de l'espace, et c'est dans cet espace que le lien grandit. Les femmes ne sont pas attirées par celui qui parle vite, ni par celui qui cherche à démontrer sa valeur, mais par celui qui transmet la sécurité sans avoir besoin de l'expliquer. La présence est un pouvoir silencieux, c'est la maîtrise interne, c'est la capacité de rester centré même lorsque le monde crie. Pratiquer la présence implique aussi le respect. C'est regarder dans les yeux quand tu parles, non pas comme un geste mécanique, mais comme une forme de reconnaissance. C'est éviter les distractions, non pas parce que c'est une règle, mais parce que tu comprends que chaque moment partagé a de la valeur. Être présent communique que tu sais apprécier ce que tu as devant toi, que tu comprends la rareté d'une connexion authentique. Quand tu es présent, tes mots ont plus de force et tes gestes ont plus de sens. Chaque mouvement que tu fais est perçu comme intentionnel, pas impulsif. Et cela génère une énergie magnétique. Les femmes ressentent cette différence instantanément. Un homme dispersé transmet le doute, un homme présent transmet la certitude. La présence est le signe le plus clair de maturité émotionnelle, car elle montre que tu peux garder ton calme sans te perdre dans le chaos. Être présent ne signifie pas ne pas penser à l'avenir, mais ne pas laisser l'avenir te voler le présent. Cela signifie lâcher prise sur le désir de contrôler la conversation et laisser les choses se dérouler. Dans ce flux, la magie se produit. Les connexions les plus profondes ne sont pas planifiées, elles sont ressenties. Et seul celui qui est vraiment présent peut reconnaître ces moments quand ils arrivent. Pour pratiquer la présence, tu as besoin d'entraîner ton esprit, d'apprendre à respirer, à observer, à faire une pause avant de répondre. Tu as besoin de te déconnecter du bruit et de te reconnecter avec toi-même. Parce que la présence ne vient pas de l'effort, elle vient de la paix intérieure. Si ton esprit est calme, ton énergie le sera aussi. Et lorsque cette énergie est projetée, elle devient une invitation silencieuse qui dit « Je suis ici, avec toi, et je n'ai besoin de rien d'autre ». Un homme qui maîtrise la présence ne cherche pas à contrôler la conversation, il la guide avec son attention. Sa simple façon d'être transforme l'atmosphère, et celui qui est en face de lui le perçoit. La présence crée la confiance, et la confiance génère l'ouverture. Et quand tu y arrives, tu n'as plus besoin de stratégie, car la connexion se fait d'elle-même. Être présent est la conclusion parfaite de tout. Il ne s'agit pas de parler plus, mais d'être plus. Parce que dans un monde qui court, l'homme qui sait rester devient inoubliable. 9. Avance sans craindre de faire des erreurs. Marcher avec peur de trébucher est la façon la plus sûre de ne pas avancer. Les hommes qui laissent une empreinte ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais, mais ceux qui apprennent à bouger même avec le risque de tomber. Vivre avec un but ne signifie pas le faire parfaitement, mais le faire avec courage. Avancer sans craindre de faire des erreurs est une leçon de maturité, car elle montre que tu préfères vivre avec des cicatrices plutôt qu'avec des regrets. Beaucoup d'hommes se paralysent en attendant le moment idéal, le mot parfait ou l'opportunité sans risque. Mais ce moment n'existe pas. La perfection est une excuse élégante pour ne pas agir. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui osent. Chaque pas, même celui qui te fait trébucher, t'apprend quelque chose qu'aucun succès superficiel ne pourrait t'offrir. Une erreur bien exploitée devient de la sagesse, et la sagesse est ce qui te rend attirant, solide et réel. Quand un homme apprend à bouger avec assurance malgré la peur, il transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la confiance. Non pas la confiance vide de celui qui se vante, mais le calme de celui qui a déjà affronté le chaos et a survécu. Cette énergie attire, car elle montre que tu ne dépends pas du résultat, mais de ton processus. Et ce type de confiance ne s'apprend pas en lisant, il se gagne en agissant. La peur de l'échec est une prison invisible. Elle te fait parler avec prudence, ressentir avec des limites et vivre à moitié. Mais quand tu comprends que l'erreur ne détruit pas ta valeur, mais la façonne, tu te libères. Chaque conversation, chaque tentative, chaque échec devient un pas de plus vers ta version la plus consciente. Les femmes perçoivent cela. Elles ne cherchent pas la perfection, elles cherchent l'authenticité.
Un homme qui peut rire de ses erreurs, les analyser et continuer à avancer, projette de la maturité. Avancer sans peur signifie aussi arrêter de te punir pour ce qui n'a pas bien fonctionné. Il n'y a pas de croissance sans friction. Il n'y a pas d'évolution sans erreur. Celui qui craint de se tromper vit en répétition, mais celui qui accepte le risque vit en expansion. Si tu oses agir sans attendre de garantie, ta présence change, ton regard devient plus ferme et tes mots plus sûrs. Parce que tu ne parles plus depuis l'insécurité, tu parles depuis l'expérience. Apprendre à avancer sans peur, c'est aussi apprendre à te pardonner. Tu ne peux rien construire de nouveau si tu es ancré dans la culpabilité du passé. Ce que tu as fait, dit ou non dit, ne te définit plus, cela t'a formé. Chaque faux pas t'a préparé à reconnaître ce que tu comprends maintenant. C'est ça la croissance. Et un homme qui grandit sans le nier inspire le respect, car il montre qu'il n'a pas besoin de se justifier pour avoir de la valeur. Dans la connexion émotionnelle, ce principe est clé. Quand tu te permets d'être imparfait, tu permets à l'autre personne de l'être aussi. Et dans cet espace d'acceptation mutuelle naît la véritable intimité. Parce que l'amour réel ne naît pas de la perfection, mais de la compréhension. L'homme qui ne craint pas de se tromper devient libre, et cette liberté se ressent. N'attends pas d'avoir tout sous contrôle. Ne mesure pas tes mots par peur de paraître vulnérable. Avance avec intention, avec présence, avec l'humilité de celui qui sait que chaque erreur peut se transformer en un pas de plus vers la grandeur. Au final, ce n'est pas l'homme qui ne fait jamais d'erreur qui laisse une empreinte, mais celui qui n'arrête jamais d'avancer. Et celui qui avance, même avec peur, devient inévitablement quelqu'un d'impossible à oublier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.